dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un exercice de pédagogie boursière. C'est Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui est à mes côtés ce mois-ci. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Parmi les sujets qu'on a déjà traités avec vous ces dernières saisons, choisir une bonne enveloppe pour investir en bourse, on en a parlé et donc on a régulièrement parlé du PEA avec vous notamment. Louis, le thème de cette chronique pour vous, c'est de savoir comment trouver le bon PEA. Oui, exactement, parce que l'offre s'est beaucoup diversifiée. Cette année, il y a le lancement, notamment par des néobanques ou de brokers internationaux, de nouveaux PEA. Donc, ce serait bête de ne pas en profiter. C'est sûr, ça devient alors une jungle, j'en sais rien, mais en tout cas, comme vous dites, une offre qui s'est démultipliée là. Exactement, différenciant. Donc, il faut savoir effectivement comment choisir le bon PEA pour son profil. Les règles de fiscalité restent les mêmes. Ça, évidemment, mais derrière ces offres, il y a effectivement des caractéristiques différentes. Quels vont être les premiers critères pour vous à regarder Oui, effectivement, la fiscalité, toutes les contraintes liées au PEA, c'est évidemment la même chose partout. En revanche, le premier critère qui peut être intéressant à regarder, c'est l'exhaustivité en termes d'actifs. Ouais. Évidemment, on est limité, dans le cadre du PEA, à toutes les entreprises qui sont dans l'espace économique européen. Si on veut prendre des actions, on est aussi limité en termes d'OPCVM ou d'ETF à 75% dans un espace économique européen détenu. Donc, tout ça, en fait, ça ne change pas. Mais il y a quand même des PEA qui vont proposer plus de choses que d'autres. Ouais, donc, par exemple, tous les PEA vont proposer évidemment les titres d'Euronext Paris, c'est sûr. Mais si on veut aller chercher des choses dans des pays un peu plus exotiques en Europe ou des ETF plus spécifiques, on a intérêt à regarder et à sélectionner un PEA qui va proposer ça, parce que je pense que dans le contexte actuel, il faut être sélectif et diversifié. Ouais, et donc, c'est bien, dès le départ, d'avoir un PEA assez diversifié par rapport à ça. Ouais. Avec la gamme la plus large possible d'actifs disponibles, ou en tout cas intégrables au PEA en l'occurrence. Il y a la partie, technologique également, qui entre de plus en plus en compte. Vous l'avez dit, beaucoup des nouveaux PEA sont lancés par des néobanques ou des néo-courtiers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, j'allais dire, dans cet aspect technologique et cette dimension technologique là? Ouais, effectivement, il y a eu beaucoup d'innovations. Ouais. Il y a beaucoup d'innovations sur ça. Déjà, tout ce qui est trading via mobile, l'application. Donc aujourd'hui, avoir une application, c'est indispensable pour son PEA. Mais en même temps, en fonction du profil que vous avez, c'est quand même important aussi d'avoir une version ordinateur desktop de qualité, voire pour certains, ceux qui privilégient des analyses graphiques poussées, peut-être un logiciel qui se télécharge. Donc toute cette partie un peu technologique est vraiment très importante aujourd'hui. En fonction du profil, il faut vraiment aller chercher les bons outils qui vont vous aider à la décision. Et vous dites effectivement, trader ou traiter via une application, c'est pas la même chose que trader ou traiter via un ordinateur, PC ou autre, avec une installation plus solide, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est différent. Je pense que le mobile, l'avantage, c'est que on l'a dans sa poche, on peut regarder les variations de manière simple, on peut passer des ordres relativement simples, mais dès qu'on veut aller un petit peu plus loin dans l'analyse, ça va pas suffire. On va, par exemple, pouvoir passer des ordres directement sur un graphique, on va pouvoir tracer des moyennes mobiles ou d'autres indicateurs qui vont s'afficher de manière assez exhaustive sur son écran. Donc là, il va falloir une version desktop solide à côté, une plateforme de trading solide à côté. De plus sérieux, effectivement, de l'aspect ludique presque, j'ai envie de dire, sur mobile, on peut basculer dans quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, voire professionnel ou semi-professionnel avec un PC, quoi. Exactement, ouais. Bon, et puis il y a évidemment ce que le courtier, la néobanque apporte également en termes de gestion du PEA. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme différentes offres justement dans cet univers Ça aussi, il y a eu beaucoup d'innovations dernièrement sur des PEA pilotés. Qui se calent sur l'assurance vie pilotée, parce qu'avant les PEA étaient principalement en gestion libre. Désormais, il y a de plus en plus de PEA qui sont en gestion pilotée. La gestion pilotée, l'avantage, c'est que l'investisseur qui n'a pas le temps, les connaissances ou qui a pas envie de vraiment passer beaucoup de temps, peut confier en fait la gestion de son PEA à une société de gestion professionnelle. Et là, ce qu'il faut regarder au niveau du PEA, c'est l'exhaustivité en termes de
de gestion pilotée, des profils qui correspondent à vos besoins et aussi la performance passée, même si la performance passée ne préjuge pas des besoins. Bon. Mais voilà, donc là, il y a vraiment un niveau de sélection intéressante par rapport à ça. Et de l'autre côté, il y a toujours les investisseurs qui vont préférer la gestion libre. À ce moment-là, il y a les plans d'investissement qui sont aussi beaucoup développés, qui, à mon sens, est intéressant, notamment actuellement où la plupart des marchés sont très hauts. Donc, pour pas laisser passer le train, mais ne pas non plus acheter au plus haut, lisser le risque et donc d'entrer via un plan d'investissement, ça peut être très intéressant. Et là, il y a des PEA qui vont proposer ça sur des actions, sur des ETF, sur les deux. Donc, c'est aussi un critère de choix pour certains profils d'investisseurs qui vont être intéressés. Encore une fois, ces différents modes de gestion, c'est aussi des modes de gestion qui correspondent à différents profils d'investisseurs, c'est ça Exactement. Autonome, qui a envie de passer du temps, qui a envie de s'investir, ou déléguer la gestion, donner les clés du camion. Et la gestion pilotée, vous dites, je donne les clés du camion, c'est ça, je reprends votre expression. Enfin, il y a un brief, il y a quand même un contrat qu'on passe avec le gestionnaire, mais derrière, effectivement, le gestionnaire prend les décisions à ma place. D'arbitrage, etc. Après, il y a évidemment un check qu'il faut faire de temps en temps pour vérifier si ça correspond encore à son profil, parce qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément performance de la gestion pilotée, mais il y a aussi votre situation personnelle qui a pu évoluer parce que votre horizon de placement est différent, parce que vous avez une rentrée d'argent, vous avez au contraire besoin d'investir ailleurs. Donc effectivement, c'est pas non plus on s'occupe de rien, mais en tout cas sur un laps de temps court-termiste, là on s'occupe de rien. Bon, tout ça a un coût. Et donc on en revient à la question des frais. J'imagine qu'en fonction des différentes possibilités, des différentes offres, est-ce qu'on trouve effectivement des différences de frais importants? Alors, il y a la loi PAC qui plafonne les frais au sein du PEA, mais effectivement, les frais vont être différents d'un intermédiaire à l'autre et de plus en plus, et surtout en fonction aussi de ses besoins. Par exemple, si on revient sur le plan d'investissement, il y a des néo-courtiers qui vont proposer des plans d'investissement actions ETF entièrement gratuits. D'autres vont proposer un plan d'investissement gratuit uniquement sur les ETF. Au niveau de la gestion déléguée pilotée, ça a généralement été payant, donc c'est des frais de gestion annuels. Mais il y a aussi des nouvelles offres qui vont proposer des tarifs très attractifs. Donc il y a pas mal de critères de choix à regarder, en plus des frais classiques. Alors la première couche de frais classiques à regarder, c'est les frais de mouvement, de courtage, de transaction, c'est les frais, c'est les principaux frais. C'est le premier frais à regarder. Et après, il y a des frais qui deviennent de plus en plus obsolètes désormais avec l'offre des nouveaux courtiers, la nouvelle concurrence. La nouvelle concurrence, exactement. C'est-à-dire les droits d'entrée, d'inactivité, de sortie, tout ça. Normalement, tout ça, c'est à zéro. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, effectivement, vérifiez bien quand même que c'est à zéro, parce que, enfin, je sais pas, on peut toujours tomber sur des banques ou des maisons qui ont encore des PEA avec ce genre de frais. Ah oui, totalement. Voilà, bien sûr. Voilà, oui, tout à fait. Mais les nouvelles offres, normalement, mettent ces frais à zéro. Exactement, normalement. Mais il y a tellement de couches de frais différents que c'est quand même important de bien étudier la brochure et de vérifier que effectivement tout est à zéro et qu'il n'y ait pas des frais de retrait qu'on n'aurait pas vus ou des frais d'inactivité parce qu'on n'a pas été actif pendant plusieurs mois. Je prends un exemple, je reviens sur les outils tout à l'heure. Il y a des courtiers qui vont proposer des outils gratuitement, mais à condition de traiter un certain nombre d'ordres par mois ou par trimestre. Ça, faut effectivement faire attention au niveau du coût. Pareil, au niveau, on n'en a pas parlé, mais pour bien différencier un PEA d'un autre, il y a aussi toute la partie un peu conseil, les analyses qui vont être fournies, les stock screeners pour faire du stock picking, il va y avoir les formations, etc. Donc il y a tous des packages qui peuvent être payants ou pas à regarder aussi dans mais c'est une vraie décision, presque j'ai envie de dire d'achat. En tout cas, c'est un vrai choix et c'est une vraie décision à regarder dans toutes ces dimensions, parce que évidemment, ces couches de frais qui peuvent s'accumuler se font au détriment de la performance finale de votre portefeuille. Totalement, et c'est d'autant plus important pour le PEA qu'on peut en détenir qu'un seul. Oui.
Donc, et alors justement, si on trouve que notre PEA actuel n'est pas très bon et qu'on a envie de se tourner vers un autre type de PEA en suivant par exemple vos conseils, on peut transférer, c'est ça Oui, exactement. Oui. On peut avoir qu'un seul PEA, mais on peut le transférer. Ouais. On peut le transférer d'un établissement à un autre, tout en gardant l'antériorité fiscale. Ça, voilà. C'est ça le plus important. C'est surtout ça le plus important. Et en fait, après, effectivement, ça c'est aussi une autre carotte à regarder. Mais parfois, lorsqu'on transfère, il va y avoir des frais. Mais ces frais peuvent être remboursés par le nouveau. Voilà. Donc ça, c'est encore, encore une ligne de comparaison à regarder. Optimisez votre PEA, effectivement, sur ces bons conseils de Louis Yang. Merci beaucoup, Louis. Merci d'avoir été avec nous, cofondateur du Café de la Bourse. Nous retrouvons chaque mois les équipes du Café de la Bourse le 3e vendredi du mois à 17h45 en direct dans Smart Bourse et en replay, bien sûr, sur bismart.fr.